paraît-il. Donc, bienvenue pour cette première conférence du cadre d'un cycle de 3 conférences sur Nietzsche. Nietzsche et le nazisme, c'est dans le cadre d'un cycle de conférences qui sera consacré, comme l'intitulé l'indique, à figure politique de la pensée du plus grand philosophe allemand du XIXe siècle. Je suis particulièrement heureux de pouvoir prononcer cette conférence ici à Nice, parce que c'est une ville qui a, comme vous le savez bien, joué un assez grand rôle dans la vie dans littéraire, intellectuelle, philosophique de Friedrich Nietzsche, dans la mesure que c'est ici, donc, à partir de l'année 1883 qu'il a commencé régulièrement à s'installer à Nice, lorsqu'il avait commencé à écrire, assis par les Zarathustra. Il s'est installé, vous savez bien, dans la rue Ségurane, la rue des Antiquaires, près de la place Garibaldi et du château de Nice. Et il a aussi habité une chambre dans cet temps ici de la rue Saint-Paul, Saint-François-de-Paul, pas loin de l'Opéra de Nice, qu'elle appréciait énormément. Parce que, comme nous savons, alors il a assisté à plusieurs reprises, au moins une vingtaine de représentations de l'opéra Carmen de Georges Bizet. Et Carmen, alors c'est l'opéra Georges Bizet, était évidemment pour lui l'incarnation même de l'opéra, n'est-ce pas, du vitalisme, de sa philosophie vitaliste. De cet élan vital, dont c'est l'aspect aussi un grand philosophe français qui s'appelle Henri Bergson, n'est-ce pas, mais évidemment dont Nietzsche était le premier grand représentant dans la pensée moderne et contemporaine du XIXe siècle. Donc, et je voudrais tout d'abord, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore bien l'œuvre et la pensée de Nietzsche, pour commencer avec un tout petit rappel historique, biographique, seulement quelques repères. Je voudrais rappeler quelques repères biographiques. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore bien l'œuvre de Nietzsche. Qui est Nietzsche? Qui est Nietzsche? Voilà, donc je vais essayer de répondre à cette question. Donc, historien, spécialiste de la pensée allemande, moderne et contemporaine, notamment du 19e et du 20e siècle, donc ayant étudié cette question, donc, qui est Nietzsche, parce qu'il n'est pas évident que tout le monde le connaisse très bien. Donc, alors, très brièvement, avant que j'aborde la question centrale, concernant les figures politiques de sa pensée, et évidemment les interprétations, le grand problème des interprétations qui sont correctes ou qui ne sont pas correctes ou qui peuvent être abusives et très très tendancieuses, comme nous allons le voir. Or, voilà, Nietzsche est né en 1844, donc c'était l'année de la révolte des Tisserands de Silésie, à Röcken, près de Naumbourg, dans le Land de Saxe, comme fils d'un pasteur protestant. Après la mort prématurée de son père, en 1849, il a été éduqué dans l'institution de Schulpforta, de 1856 à 1864, un collège protestant assez connu pour ses études humanistes, assez rigoureuses, surtout où on étudiait donc du grec et du latin. Après le baccalauréat, le jeune Nietzsche va faire des études de philosophie et de philologie classique, d'abord à l'université de Bonn, puis à l'université de Leipzig. Assez tôt, donc, s'est réveillé en lui le goût, une certaine prédilection pour les études classiques, qui le prédestinait évidemment à une carrière helléniste. Donc, c'est depuis le début, la pensée nietzschéenne a ses racines. Il est si brillant, d'ailleurs, qu'il sera nommé en 1869, sous la recommandation explicite du célèbre helléniste allemand Ritschl,
À l'âge de 25 ans, je rappelle, à l'âge de 25 ans, il sera nommé professeur de philologie classique et de philosophie à l'université de Bâle, en Suisse. Donc, d'ailleurs, il va jouer du piano aussi. Il commence à s'enthousiasmer pour la philosophie de Schopenhauer. Puis, pendant la guerre franco-prussienne, 1870-71, il est mobilisé pendant quelque temps comme ambulancier. En Suisse, il fait la connaissance de quelqu'un de très connu, d'un certain Richard Wagner, donc, et de son épouse Cosima, la fille de Franz Liszt. Et son tout premier livre, La naissance de la tragédie, est dédié à ce Richard Wagner. À Wagner, cette amitié prendra, comme vous le savez, brusquement fin 6 ans plus tard, après son séjour à Bayreuth, où il assistera à la première représentation du Parsifal de Wagner, et Nietzsche horrifié, et ce sera la rupture définitive avec Richard Wagner, non seulement, bien sûr, à cause de son désaccord à propos du Parsifal, aussi sur d'autres questions, y compris politiques. Mais en 1879, après 10 ans d'enseignement à l'université de Bâle, Nietzsche prend sa retraite anticipée afin de pouvoir se consacrer entièrement à son œuvre. Il s'installe où? Dans le canton de Grison, au sud, à Sils-Maria, près de Saint-Moritz, dans l'Engadine, en Suisse. Et il voyagera là, de partir de là régulièrement en Italie, à Gênes, à Milan, à Gênes, à Rapallo, et en France, à Nice, où il achèvera, installé dans sa chambre de la rue de Ségural, la rédaction donc, de la 3e, 4e partie du Zarathustra. Il est, dirais-je, avec Albert Camus, l'incarnation typique du philosophe solaire. C'est un philosophe solaire, ayant besoin, pour écrire son œuvre, du soleil, du paysage méditerranéen. C'est pourquoi il fuit l'Allemagne. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup d'affection en tant qu'Allemand pour son pays d'origine. Il est plutôt germanophobe. Donc, ce qui lui a attiré aussi l'intérêt de plusieurs pays étrangers. Donc, et il vit la vie d'un homme solitaire. Il se marie ailleurs, donc il vit seul, il écrit, il vit, rencontre, fait des promenades, rencontre très peu de monde, et ses projets de mariage avec une jeune admiratrice qui s'appelle Lou Andrea Salomé échoue. C'était la seule femme avec laquelle il avait eu des rapports positifs et amicaux. Donc, mais il y a quelques amis d'hommes, n'est-ce pas, parmi Paul Rée, Franz Overbeck, Erwin Roth, etc. Donc, cette amitié restera donc important pour toute sa vie. Mais il a, donc, à partir de l'année 1883, il séjournera régulièrement jusqu'en 1887, l'année va se produire d'ailleurs le tremblement de terre à Nice. Il séjournera à Nice, venant de Gênes, ayant pris le train à partir de Milan. Et c'est l'un des premiers, donc l'intellectuel, il va prendre le train, le chemin de fer vient d'être construit, et Nietzsche est l'un des premiers à le prendre à destination, donc via Milan, Gênes, de la destination de Nice. Et c'est dans une, je dirais, dans une euphorie créatrice extraordinaire, qu'il écrit, enfin faisant preuve d'une productivité tout à fait exceptionnelle, encore 5 livres, dont Ainsi parlait Zarathustra, L'Antichrist et Ecce-Homo. Donc il était évidemment dans un état d'exaltation croissante, et puis tout à coup, après avoir séjourné pendant plusieurs mois à Turin, en 1888, alors en janvier 1889, c'est l'effondrement mental, total. Donc vous connaissez cette histoire, après avoir embrassé à Turin, sur la place publique, un cheval fouetté par le cocher,
son ami Overbeck viendra le chercher et le conduira à l'asile, d'abord à Bâle, puis à Jena, en Allemagne. Diagnostic, paralysie générale. C'est un des diagnostics, parce que surtout de la maladie de Nietzsche, il y a un tas d'hypothèses, de théories, etc. Beaucoup de livres ont été écrits là-dessus. D'autres spécialistes parlent plutôt d'une maladie syphilitique et des effets secondaires de cette maladie syphilitique, etc. D'autres font le diagnostic de paralysie générale. On ne sait pas très très bien. De toute façon, il y a un effondrement mental parce que Nietzsche ne peut plus continuer le travail. Il sera donc soigné par sa mère et sa sœur Elisabeth à leur domicile à Weimar, où il va mourir le 25 août 1900. Donc, il a laissé une œuvre immense, mais à son vivant, il n'avait pas du tout de succès. Certes, ses œuvres complètes, en 19 volumes, ont été publiées en allemand par l'éditeur Naumann Kröner à Leipzig à partir de l'année 1894 seulement. 1894 et 1913. C'est à partir après sa mort qu'on commence par le connaître un peu, mais personne n'avait lu ces livres. Et presque personne ne les a lus dans l'Allemagne de l'époque. Donc, Nietzsche a dû publier ses livres à compte d'auteur, un tirage très limité. Et le rejet était total. Pourquoi? Parce que ce qui régnait sur la philosophie de l'Allemagne, c'était le kantisme. Le kantisme, le néo-kantisme, dans ces deux grandes versions, l'école de Marbourg, avec Hermann Cohen, Paul Latorp et Ernst Cassirer, et l'école de Bâle, avec Rickert et Windelband. Et il laissait très peu pour Nietzsche, qui était triomphant contre l'idéalisme transcendantal, la philosophie transcendantale allemande, donc il était ignoré, personne ne comprenait ce qu'il voulait dire. Donc c'est des décennies après sa mort qu'on a commencé une réception tardivement de son œuvre, disons dans une Allemagne intellectuelle, donc à son vivant, il était hostile, c'était un solitaire, il était solitaire, etc. Aucune université allemande ne voulait l'engager comme professeur. Ni Nietzsche, ni Marx, nous étions, sauf que les trois, on peut dire, c'est grand maître du soupçon, comme dit Paul Ricoeur, n'est-ce pas? Personne ne voulait d'eux, donc il était complètement isolé, et il est mort, donc, dans des conditions décrites. Là aussi, à sa mort, ce n'est pas un événement, personne ne l'a presque remarqué en Allemagne de l'époque. Donc ça commence après, sa célébrité commence notamment avec l'édition Musarion de ses œuvres en 23 volumes, à partir de 1922, et qui va de 1922 jusqu'à 1929. Et le premier livre consacré à Nietzsche, intitulé Friedrich Nietzsche, qui l'a écrit, vous le savez, le premier livre, évidemment, sur Nietzsche, qui a été écrit par personne d'autre que Lou Andrea Salomé, donc, qui était d'origine roumaine, juive, publié à Vienne en 1894. Donc, c'est l'année de l'affaire Dreyfus en France. Donc, sous le titre, voilà, les Werk Nietzsches, la vie de Nietzsche. Et en France, bien, Nietzsche a été introduit par Lichtenberger, qui publie en 1898 un livre intitulé La philosophie de Nietzsche, et surtout par Charles Andler, qui est l'auteur d'un opus magnum de 6 volumes intitulé Nietzsche, sa vie, son œuvre, publié entre 1920, et ces 6 volumes qui sont publiés à Paris entre 1920 et 1931. Et ça avait un impact quand même assez grand de la vie intellectuelle française. Mais en réalité, ce n'est dans l'après-guerre, dans la seconde moitié du XXe siècle, que Nietzsche a été réellement découvert, et je dirais presque adopté, pour ainsi dire, par la France intellectuelle. Et surtout, bien sûr, depuis les années 60, 1960, avec la publication du livre Nietzsche et la philosophie par Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, évidemment, qui a publié ce livre, qui par la suite a connu une quarantaine de rééditions. Et pourquoi? Parce que dans ce livre,
le célèbre philosophe français, Gilles Deleuze, il s'efforce de montrer comment Nietzsche, à partir du tragique, instaure un nouveau mode de pensée. Évidemment, c'est le philosophe du Gilles Le Marteau, n'est-ce pas? Donc, il veut instaurer un nouveau mode de pensée en rompant avec la dialectique comme méthode et veut montrer comment, à la topologie des concepts, se substitue chez Nietzsche toute une autre typologie, qui est une typologie des forces, suivant des combinaisons, les dominations réciproques. Donc, une philosophie des forces, de la puissance, et comment au couple Dieu-homme se substitue chez l'auteur du Zarathustra la complémentarité de l'éternel retour et du surhomme. Donc, c'est en tant que tel que d'ailleurs Nietzsche va se faire connaître la philosophie du surhomme. C'est très controversé aussi, bien entendu. Mais évidemment, nous assistons à la substitution de la dialectique, fondée sur la complexité réciproque de l'affirmation et de la négation, une pensée nomade, une pensée du dehors, une pensée de l'extériorité et une pensée de la volonté de puissance, qui ne sera puissance qu'en se renouvelant constamment, comme dit Nietzsche. Donc, et ça, c'est magnifiquement bien montré dans ce livre de Gilles Deleuze, qui, à mon avis, est vraiment le grand philosophe français qui a introduit, imposé ce philosophe en France. En France aussi, bien sûr, Henri Bergson, avec sa philosophie fondamentale, avait aussi contribué, il est assez proche des positions de Nietzsche, n'est-ce pas? Il a contribué à préparer le terrain à cela, de toute façon. Mais évidemment, et aujourd'hui, bon, vous savez, donc il y a après Deleuze, il y a le phénomène du Onfray, évidemment, parce que, alors là, vous avez donc un philosophe donc, qui se réclamant donc d'un nietzschéisme de gauche, hédoniste et libertaire, n'est-ce pas, donc qui, évidemment, avec son œuvre immense, alors nous présente donc un autre Nietzsche, n'est-ce pas, donc qui est très tiré, disons, vers l'hédonisme et vers les idées libertaires, avec sa critique de l'État, etc. Donc, alors, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il existe en effet, en ce qui concerne la réception de l'œuvre et de la pensée de Nietzsche, des différences importantes entre celle en Allemagne, en ce qui concerne la réception de cette pensée morale, de cette pensée psychologique, de cette pensée néo-aristocratique. Il existe une assez grande différence de la réception en France et de la réception en Allemagne. Et moi, en tant que médiateur dans le domaine de la philosophie, de la littérature, entre le pays de Voltaire, de Victor Hugo, et celui de Goethe et de Beethoven, moi, en tant que défenseur d'une philosophie critique, matérialiste, hostile à toute forme de domination, aussi en tant qu'historien de la pensée allemande moderne et contemporaine, donc moi, ayant une certaine admiration pour Nietzsche, pour sa vision esthétique de la philosophie, sa critique aussi de la religion, moi je me suis aussi intéressé à la réception de Nietzsche en Allemagne. Il y a un aspect particulier qui est cette réception de Nietzsche en Allemagne dans les années 1930 et 1940, en consultant des bibliothèques, des archives allemandes qui étaient bien documentées sur cette période du nazisme. C'était pour mettre en évidence quel usage abusif avait été fait de Nietzsche et de ses écrits pendant la période du nazisme, c'est-à-dire la période entre 1933 et 1945, pendant ces 12 ans de dictature fasciste qui ont menacé l'avenir de l'humanité et qui ont marqué cette incroyable rechute de l'humanité de la barbarie, notamment avec la pratique de l'exterminisme racial dont les Juifs de l'Europe centrale ont été les principales victimes. Or, pendant ces recherches, j'ai découvert des énormités et des aberrations telles qu'il m'a semblé utile et conseillé d'approfondir ces recherches
en révélant un certain nombre de faits qui sont encore inconnus au public français. J'aime cette différence des interprétations. Donc, et en poursuivant ces recherches, j'ai, par l'analyse donc systématique de cette, on peut dire, récupération de Nietzsche, par exemple pour la philosophie, pour l'idéologie du national-socialisme, donc j'ai voulu montrer qu'à quel point la vision raciste et antisémite des nazis a imposé dans les années 1930 et 40 à la jeunesse allemande de cette époque une interprétation complètement erronée et tendancieuse de la philosophie nietzschéenne. Donc, mis d'office au service de la propagande ultranationaliste et antisémite du Troisième Reich. Évidemment, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, la situation est complètement différente, puisque nous avons pu assister, je dirais, au double collapse de deux systèmes et discours totalitaires, comme la défaite de l'Allemagne hitlérienne a définitivement mis fin à l'utilisation abusive de Nietzsche pour l'idéologie nazie, le post-communisme, la fin du stalinisme dans les pays de l'Est a également donné lieu, vers la fin des années 80, à l'enterrement définitif d'une interprétation marxiste-léniniste stalinienne très dogmatique de la pensée nietzschéenne. Comme par exemple celle qui est proposée par Domenico Losurdo, et pour lequel Nietzsche est de loin le philosophe le plus réactionnaire de tous les philosophes réactionnaires, dans un ouvrage de 1000 pages où il fait la démonstration. C'est de prouver cette thèse, ce sont des thèses extrêmes, évidemment, qui ne font pas du tout l'unanimité, donc, mais évidemment, je pense que la présence nouvelle de Nietzsche dans le débat philosophique contemporain ici en France est sans nul doute liée à l'exacerbation de la crise du sens de l'homme moderne dans notre monde hyper rationalisé. Il dit aussi au fait que notre pessimisme du progrès nous a rendus sensibles pour les interprétations alternatives du phénomène de la modernité. Et peut-être aussi au fait que nous sommes vraiment fatigués d'un certain discours moralisateur de la part de nos gouvernants. Donc, parce que nous sommes devenus plus réceptifs peut-être à l'égard de l'exigence nietzschéenne de vérité, des vérités plus dures, mais peut-être c'est aussi éventuellement le résultat du fait que Nietzsche est, comme Walter Benjamin à sa façon, donc un penseur plutôt inclassable. Que Nietzsche est resté, malgré toutes les tentatives de classification définitive de sa pensée, un penseur qui dérange. Et pourquoi dérange-t-il? Qui dérange non seulement les milieux conservateurs, il dérange aussi le milieu progressiste, notamment par cette critique parfois démesurée, néo-aristocratique des socialistes et des démocrates. Il échappe aussi à toutes les tentations de récupération idéologique de la part de la droite et de la part de la gauche. Il représente sur le plan philosophique, comme l'affirme Peter Sloterdijk, la subversion la plus inquiétante de la croyance dans l'autonomie du sujet. Donc, voilà, donc le problème de cette réactualisation de Nietzsche, de son actualité, de sa réception, surtout en France, aussi en Allemagne. Donc, mais mon sujet, donc je vais faire un retour sur les années 30 pour vous montrer comment les choses se sont passées à cette époque, à la fin de la République de Weimar, et comment justement les nazis ont réussi à récupérer, avec des méthodes très très discutables, donc l'image, l'héritage de Nietzsche, au moins pendant un certain temps.
Et évidemment qu'il y avait des intellectuels, des philosophes de métier qui se sont prêtés à ça. C'est quelque chose qui n'est rien d'autre qu'une tentative de falsification de l'image d'un philosophe. Nous avons été plutôt anti-allemand, anti-germanique, pro-européen, pro-français, pas antisémite du tout, plutôt philo-sémite. Donc, et voilà, qu'est-ce qu'on a fait de Nietzsche? C'est très intéressant si vous allez voir ce que la presse allemande de l'époque a écrit sur Nietzsche et comment il disait. Ça, c'était vraiment incroyable. Je vais vous montrer donc quel a été le résultat de cette recherche. Alors, vous connaissez, donc, vous savez que le principal idéologue du mouvement national-socialiste, le co-auteur du programme du Parti national-socialiste, c'était Alfred Rosenberg. Rosenberg, avec son mythe, son livre, le mythe du XXe siècle, publié l'année même de la prise du pouvoir par Hitler, en 1933, à Munich. Et pour Rosenberg, Friedrich Nietzsche représentait ce qu'il appelle donc le cri désespéré de millions d'opprimés contre la crise du sens provoquée vers la fin du XIXe siècle par l'industrialisation, par l'urbanisation, par le machinisme et le capitalisme dégénéré. Donc, selon lui, Rosenberg, le discours nietzschéen du surhomme n'était qu'un agrandissement de la force vitale réprimée du peuple allemand par les forces matérielles de l'époque. Pour Rosenberg, la folie, entre guillemets, la folie de Nietzsche n'était rien d'autre que le signe symptomatique pour l'irruption comparable à un torrent d'une volonté monstrueusement comprimée, refoulée dans la créativité. Donc, d'une volonté qui débordait. Évidemment, allusion à cette volonté de puissance. Mais le discours haineux, raciste et antisémite de Rosenberg ne s'arrête pas à ce diagnostic douteux, parce qu'afin de récupérer la philosophie de Nietzsche pour l'idéologie raciste et antisémite du national-socialisme, donc en tant que philosophe qui aurait préconisé l'idéal du dressage de la race germanique vers la race supérieure des futurs seigneurs de la terre, il doit au préalable dénigrer tous ceux qui, au nom d'une option philosophique et politique différente, plutôt progressiste, se sont réclamés d'un autre Nietzsche. Un autre Nietzsche, alors c'est autre Nietzsche qui est un Nietzsche européen, philosémite, anti-allemand, en bref, tous ces prédicateurs marxistes itinérants, et tous ceux qui, en son nom, c'est-à-dire au nom de Nietzsche, ont mis en œuvre la contamination raciale, dit Rosenberg. Alors, conclusion de Rosenberg, Nietzsche, ce visionnaire perspicace, comparable à Lagarde et à Wagner, a dû tomber entre les mains d'ambitieux politiques, ce qui était pire qu'être tombé entre les mains d'une bande de brigands. Fin des citations. Donc, d'où la tâche de développer par tous les moyens contre cet idéal perverti, le style völkisch, populiste, enraciné dans la terre, en bref, celui du nouveau type allemand. Voilà l'idéologie du sol, n'est-ce pas, et du sang. Donc, et c'est de l'idéal de ce Nietzsche complètement défiguré que les plus hauts représentants du régime nazi vont s'emparer alors pour mettre abusivement au service de leur idéologie raciste, ultranationaliste, donc d'ailleurs avec la complicité de la sœur du philosophe, Madame Elisabeth Förster-Nietzsche, qui a falsifié donc, un grand nombre des manuscrits de Nietzsche, notamment les manuscrits de la volonté de puissance. Donc, c'est ça ce qui s'est produit. Alors, on pourrait montrer, voilà, la presse, alors, il faut contrôler autre chose. Il y a plusieurs actes, je dirais, de mise en scène d'un Nietzsche nazi, pas d'origine
national-socialiste, donc avec donc, tout l'appareil de propagande dont il disposait, n'est-ce pas, après avoir brutalement éliminé toutes les structures démocratiques de la République de Weimar, emprisonné tous les opposants, les mis dans les camps, etc. Il y avait la Gleichschaltung de la presse, c'est-à-dire toute la presse était alignée sur la seule propagande nazie. Et c'est comme ça, et se produit la chose suivante, que le 4 novembre 1933, alors Völkische Beobachter, ça c'est l'Observateur populaire, le quotidien officiel du Parti national-socialiste, publie aux pages 2 du journal, sous le titre « La visite du Führer aux archives Nietzsche de Weimar ». L'article suivant, j'ai cité quelques... J'ai pris tout de suite des notes, j'ai vu ça, parce que c'est très intéressant. Il publie l'article suivant qui reprend le texte de dépêche de l'agence de presse allemande, DPA, émise à Weimar le 3 novembre 1933. Voilà, ce qu'on voit. C'est très intéressant, parce que, voilà, j'ai... voilà, dans ce livre, la photo, j'ai pu récupérer la photo. Voilà, dans cette photo, c'est... Voilà. Là, vous avez, donc, comme le bureau de l'agence de presse de l'État communique de Weimar, le Führer, accompagné du préfet du Reich, Reichsstatthalter, a rendu visite aux archives Nietzsche de Weimar. Il a été accueilli gentiment par Madame Förster-Nietzsche, par le directeur scientifique, le professeur Kluge, et par l'archiviste Euler. Donc, son séjour a duré une demi-heure. Le point culminant était le moment où la sœur de Nietzsche offrait une canne ornée d'un poignet d'épée du philosophe au Führer. C'était le grand cadeau présenté donc à Hitler, à ce grand tyran, par Madame Nietzsche, voilà. Donc, et la Förster-Nietzsche, donc, qui avait épousé le célèbre chef de file des antisémites, M. Förster. Donc, et Förster qui avait envoyé en 1879 à Bismarck une lettre dans laquelle il protestait contre voilà, ce qu'il appelle l'invasion de l'Allemagne par l'esprit juif. Le Führer conclut ce rapport de l'agence de presse de l'État allemand, écoutait très attentivement ces paroles et était assez bouleversé par la perspicacité du mouvement antisémite de l'époque. Donc une photo publiée ultérieurement dans la presse allemande donc, a éternisé cette rencontre historique. Voilà, la photo, c'est ça, vous voyez bien. Là, il y a Madame Förster-Nietzsche. Voilà, là, le Führer, Adolf Hitler, et voilà un SS, voilà, donc qui tient la porte. Donc devant la maison Nietzsche à Weimar, c'est là où il a passé les dernières années de sa vie, c'est là où il est mort le 25 août 1900. Donc, bien, deuxième acte, parce que cette régulation, ce n'est pas une affaire exclusive de l'Allemagne hitlérienne. Soyons très clairs là-dessus, la même chose se passe en Italie, sous Mussolini. On peut me dire, dans un sens, mais Mussolini va encore plus loin. Parce que le 26 mai 1934, Mussolini prononce un grand discours à la Chambre des députés de Rome, où il s'appelle lui-même, Mussolini, le disciple le plus fidèle de Nietzsche. Lui, Mussolini, disciple le plus fidèle de Nietzsche. Discepolo le plus fidèle de Nietzsche. Donc, rappelez-la à l'auditoire, donc la citation du Zarathustra, où il est question de la guerre qui fait l'homme, comme le devenir mère fait la femme. Et 30 ans plus tôt déjà, on peut le prouver parce qu'il y a des documents qui le prouvent, 30 ans plus tôt déjà, donc Mussolini avait publié à l'âge de 20 ans un article de la revue italienne Il Pensiero Romagnolo, où on peut lire, c'est traduit, donc voilà, c'est l'italien, afin d'atteindre l'idéal que Nietzsche nous enseigne, naîtra un nouveau genre d'esprit libre qui sont devenus forts dans la guerre,
dans la solitude, dans le grand danger des esprits, et qui nous délivreront de l'amour du prochain. Nous délivrerons de l'amour du prochain. Donc on sait ce que ça signifie. Donc il est hors de doute que pour Mussolini, donc, le fascisme était la réalisation des idées de Nietzsche. Et l'autre, ce qu'on a offert comme idéologie aux Italiens, hein, qui l'applaudissaient pendant ses grands discours à Milan, etc. Donc, voilà, pour le compléter, donc, il y a évidemment dans les archives Nietzsche, le 29 juillet 1933, les archives Nietzsche de Weimar envoie un télégramme au Duce à l'occasion de son 50e anniversaire, où on peut lire au disciple le plus glorieux de Zarathustra, donc Mussolini, dont Nietzsche rêvait, au recréateur des valeurs aristocratiques dans l'esprit nietzschéen, l'archive Nietzsche, das Nietzsche-Archiv, vous envoie les félicitations les plus chaleureuses, avec la vénération et l'admiration la plus profonde. Donc, voilà, télégramme envoyé au Duce, voilà, un tir de la maison des archives Nietzsche de Weimar, de la maison Nietzsche de Weimar. C'est toujours là pour vous visiter. Donc, en novembre 1933, le Führer du Troisième Reich se fait photographier lui-même du côté du buste en marbre de Nietzsche, érigé devant la maison où Nietzsche est mort à Weimar en août 1900. Puis alors commence une sorte de culte de Nietzsche qu'il a fait construire en 1933, donc dans la même ville, également à Weimar, on peut dire c'est la ville de Goethe, le Théâtre National, etc. Là, il fait construire un temple Nietzsche, Nietzsche Temple, qui aurait dû être inauguré au moment précis de la victoire de l'Allemagne. Heureusement, il n'y a pas eu de victoire, donc, et ça ne s'est pas produit. Donc, quatrième acte, en 1943, alors que les villes allemandes étaient déjà bombardées par l'aviation des Alliés, avec des millions de gens déjà morts dans les camps de concentration. Hitler offrait à Mussolini une édition des œuvres complètes de Nietzsche. Tout ça pour l'anniversaire du Duce. Voilà. Et le cinquième acte, alors c'est intéressant, en 1938, bon, il y a Munich, n'est-ce pas, donc en cadeau fait, les Alliés font la Tchécoslovaquie, cadeau à Nietzsche, à Hitler, et en 1933 paraît, cette même année, 1938, paraît à Munich, aux éditions centrales du NSDAP, c'est-à-dire du Parti national-socialiste, l'ouvrage d'un certain Heinrich Henri Hertle, H-A-R-T-L-E, avec prima, Heinrich Hertle, voilà, qui est philosophe, historien, un nazi, fervent et convaincu. D'ailleurs, et qui publie un ouvrage intitulé Nietzsche und der Nationalsozialismus. Nietzsche et le national-socialisme. Et que ce livre est dédicacé aux membres du parti, PG, Dr Alfred Klett, à l'époque directeur d'études à l'Institut des hautes études politiques de Berlin. Alors, j'ai trouvé la Bible nationale, j'ai trouvé ce livre. Bon, il avait été conservé, donc j'ai pu le consulter. J'étais le seul, je pense, à faire ça. Ça n'est jamais arrivé à la Bibliothèque nationale de France, mais évidemment, j'ai trouvé. Et dans la préface à la seconde édition de ce livre, l'auteur, ce monsieur Hertle, donc un philosophe admirateur du Führer du nationalisme, alors il dit donc que cet ouvrage ne devrait pas être interprété comme une confession de la jeunesse nationale-socialiste ou mouvement nietzschéen de l'avenir, mais plutôt comme une tentative, et ça c'est très intéressant, une tentative d'utiliser l'héritage philosophique nietzschéen pour le développement de la vision du monde national-socialiste. Fin de citation. Là c'est très clair l'auteur. L'auteur prend ses distances par rapport à un certain ésotérisme nietzschéen, tout en s'efforçant de présenter Nietzsche comme un grand allié
dans la guerre philosophique du présent, guerre qui opposerait le national-socialisme aux juifs et aux églises. Donc l'auteur laisse planer aucun doute sur le fait que la fonction politique précise de son ouvrage est de contribuer autant que possible au combat du parti nazi contre l'Église, vu que la parenté intime entre l'Église, la démocratie égalitaire et le marxisme serait aujourd'hui prouvée par l'alliance de fait au niveau mondial entre Moscou, le Vatican et les États-Unis. Bon, or, conclut Hertle, évidemment, il a un accord total avec les éditorialistes nazis du Völkischer Beobachter, donc des observateurs populaires, populistes, donc la presse nazie en général. Cette unité est attribuée à une racine juive commune. Donc, tout l'ouvrage Hertle est un seul et grand plaidoyer en faveur de la politique raciste et antisémite du Troisième Reich. C'est une unique et très discutable tentative de récupération de la critique nietzschéenne du christianisme, du socialisme et de l'égalitarisme pour la politique officielle du parti nazi au moment du Kirchenkampf, du combat contre les églises, évidemment, en même temps, s'en prenant aussi aux interprétations erronées de la philosophie, ce qu'il appelle, lui, erronée, de la philosophie politique de Nietzsche. Hertle, voilà, ce nazi, sans citer les noms, il pousse évidemment son engagement politique pro-nazi jusqu'au paroxysme en postulant, entre autres, que seul un national-socialiste conscient peut vraiment saisir et comprendre Nietzsche. Bon, vous voyez. Bon. Et en même temps, alors, ce qui peut surprendre, il est un peu réservé à l'égard d'une identification totale de Nietzsche et de sa philosophie avec le national-socialisme. Il est tout à fait caractéristique pour cette façon tendancieuse d'interpréter Nietzsche que l'auteur de ce livre considère la volonté de nuisance de loin comme l'œuvre principale de Nietzsche. Alors, c'est d'ailleurs la tendance générale, c'est vraiment, c'est vraiment l'argument de taille, disons. C'est la partie de là, et tout est parti, on va dire, cette récupération de Nietzsche, au lieu de mettre Zarathustra ou la généalogie morale ou d'autres œuvres majeures de Nietzsche au centre. Alors, les nazisme s'emparent de la politique au centre, précisément d'un livre que Nietzsche n'a pas écrit, n'a pas achevé, un livre qui a été compilé par sa sœur, dans une perspective très donc différente de celle de Nietzsche, de l'auteur. Alors, on s'empare de la volonté de puissance pour la démonstration que là, évidemment, il formule une théorie vitaliste qui est proche, on peut dire, de cette vision nationale, du national-socialisme, disons d'une vision donc de race germanique dominant avec sa volonté barbare le monde, n'est-ce pas? Et donc, alors que l'ouvrage, vous savez bien, c'est le dernier livre de Nietzsche, il a été compilé à titre posthume, après la mort du philosophe, en 1900, par ses héritiers littéraires. Et c'est là que le crime se produit, parce que ces manuscrits tombent entre les mains de sa sœur, donc, Nietzsche lui-même n'avait fait à son vivant que des esquisses, un projet assez vague, intitulé de cet ouvrage, mais évidemment intitulé Volonté de puissance. Mais en réalité, alors c'est là, tous les fragments ont été arrangés, on peut dire, d'une manière tendancieuse. Il y a des aphorismes qui ont même été falsifiés, et tout a été mis en perspective, évidemment, par la sœur, pour en faire le livre numéro 1 de Nietzsche, qui serait le plus apte à être utilisé pour la propagande nationale-socialiste, pour l'idéologie nationale-socialiste. C'est ça, voilà. Donc, il y a donc falsification de l'image de Nietzsche, commandée par des impératifs politiques évidents, prenant des formes grotesques, lorsqu'il affirme, par exemple, déjà dans l'introduction, que la foi du jeune Nietzsche
se résume dans la croyance de la grécité et la germanité, que Nietzsche se comporterait comme un héros national, conscient de sa mission allemande. Alors, y a-t-il des preuves pour cela? Aucune citation de Nietzsche peut attester de cela. C'est le contraire qui a attesté les écrits de Nietzsche, lisés par-delà bien et mal, ce qu'il écrit sur l'Allemagne, etc. Donc, en revanche, donc le Nietzsche de la maturité, je continue, le Nietzsche de la maturité se comporterait comme un législateur de la terre, disent les interprètes nationaux-socialistes, et se comporterait comme un législateur de la terre avec des affinités et des oppositions par rapport au national-socialisme, donc, et ainsi de suite. Donc, alors, si en résumant, on peut dire qu'une analyse par Hertel de la pensée Nietzsche, elle est vraiment systématiquement, elle est fondée sur l'extrapolation de certains leitmotifs et concepts clés de la philosophie nietzschéenne, tels que la volonté de puissance, donc le dressage, l'Allmannzucht ou de Züchtung, et la critique du christianisme dans l'Antichrist et de la généalogie de la morale. Donc, tout en prenant la défense de Nietzsche contre ceux qui lui reprochent son attitude anti-allemande, Hertel met en épingle que Nietzsche rejette à titre égal la bourgeoisie et le marxisme, et qu'il est extrêmement hostile à l'égard du libéralisme, tout en étant un ennemi acharné de la démocratie et du parlementarisme. Et à l'appui des citations de Nietzsche, puis dans le crépuscule des étoiles, par exemple, la Götzendämmerung, Hertel veut prouver que pour Nietzsche, la liberté libérale n'était rien d'autre que la liberté de l'anarchie et du déclin. Donc, citation, les institutions libérales cessent aussitôt d'être libérales dès qu'elles ont été créées. Désormais, il n'y a plus d'institutions plus nuisibles à la liberté que les institutions libérales. On sait ce qu'elles font, elles minent la volonté de puissance, elles sont le nivellement de la montagne et de la vallée, érigées en morale, elles vous rendent petits et lâches, c'est en eux que triomphe le troupeau, dit Hertel. Libéralisme en allemand, le devenir troupeau des peuples qui valaient quelque chose ou ne sont jamais devenus sous les institutions libérales. C'est ce que Nietzsche a en effet écrit dans le crépuscule des idoles, et il en a de plus rajouté en déclarant notamment dans le même aphorisme 38 du même livre, le crépuscule des idoles, que c'est la guerre que nous éduque. La guerre, Krieg, les Krieg, qui nous éduque pour la liberté et non pas le libéralisme. Donc, deux remarques. D'abord, quant à la position extrêmement, à propos de la position de Nietzsche à l'égard de l'Allemagne. Quant à sa position extrêmement critique à l'égard du Reich allemand, sous Bismarck par exemple. Il est intéressant de pouvoir constater que Hertel n'essaie pas du tout de bagatelliser ces déclarations anti-allemandes ou de nier l'esprit européen d'avant-garde de Nietzsche, donc qui évidemment se proclame être le premier philosophe européen. Évidemment, il y avait avant lui Victor Hugo, évidemment, qui en France avait créé cette image d'un très grand européen, mais après c'est lui, Nietzsche évidemment, qui devient, avec ses proclamations de la dernière période, donc se met en scène comme un grand penseur européen. Et justement en se démarquant de l'Allemagne, de l'esprit allemand. Donc, excédé par les déclarations hostiles de Nietzsche à l'égard du nationalisme, parce que Nietzsche, voilà, il va combattre ce nationalisme. Par cette phrase, par exemple, d'une lettre de Nietzsche du mois de novembre 1888, où Nietzsche dit, je cite, il affirme d'avoir déclaré avec tous ses instincts la guerre à l'Allemagne. Donc, citation de Nietzsche, voilà. Et cette citation, cette phrase,
où Nietzsche affirme vouloir déclarer la guerre à l'Allemagne, est complétée aussi par une lettre de Nietzsche à son ami Overbeck du 26 décembre 1888, où il annonce la création d'une ligue anti-allemande. Ligue anti-allemande, créée par qui? Friedrich Nietzsche et Franz Overbeck, son ami. Donc, alors, quel est le but de cette ligue anti-allemande? Elle aurait comme pour but d'encercler le Reich et de provoquer une guerre désespérée de celui-ci. Donc, voilà. En résultat, Hertle va reprocher tout simplement à Nietzsche d'avoir ainsi commis le délit, sinon le crime de trahison de la patrie, Landesverrat. Voilà. Et il rajoute, donc, trahison de la patrie, causée par la solitude, sa solitude démesurée, par cette déception sentimentale, allusion à l'affaire avec la liaison avec Louis Andrea Salomé, et ses affects volcaniques. Mais, ça c'est intéressant, en même temps, il conteste la responsabilité réelle de Nietzsche pour cette trahison, entre guillemets, cette trahison de l'Allemagne, s'appuyant notamment sur le calendrier qui atteste que Nietzsche a fait ces déclarations juste avant l'éruption de sa démence. Donc, janvier 1889, quelques jours avant l'éruption de sa démence, en janvier 1889, à Turin. Donc, alors, de sorte qu'on ne puisse pas en être tenu pour responsable. Donc, ça pose la question, donc, alors il n'est pas responsable de ça, donc c'est de la folie. Voilà, donc c'est Nietzsche, on ne peut pas être rendu responsable de cela. Donc, il est hors de doute que ce livre de Hertle, il n'aurait jamais pu trouver d'éditeur en Allemagne, donc, sauf sous l'empire du parti nazi, donc c'est un ouvrage ensemble très, très médiocre, n'est-ce pas, donc, non seulement à cause de son style propagandiste, mais aussi à cause de ses diffamations. Donc, parce que antisémite jusqu'à la moelle, Hertle ne recule en effet devant rien dès qu'il s'agit de tourner en dérision et de diffamer les intellectuels et les philosophes d'origine juive. Donc par exemple Maximilien Harder, Leo Berg ou Georg Simmel, le célèbre sociologue allemand, juif de Berlin, Georg Simmel, auteur de la philosophie de l'argent, publié en 1900. Donc, Hertle a en effet le courage, entre guillemets, de se ranger sommairement parmi les sages du Zarathustra. Oui, alors le problème, évidemment, que le national-socialisme n'a pas pu le résoudre. Évidemment, vous l'avez très bien vu, c'est le problème donc, de cet anti-germanisme de Nietzsche. Deuxièmement, le problème de son philosémitisme. Parce que le philosémitisme de Nietzsche, il serait, selon Hertle, ce n'est qu'un anti-antisémitisme. Un anti-antisémitisme. On pourrait dire qu'il y a un peu de vérité peut-être dedans. Mais je cite, c'est un antisémitisme qui ne sont qu'un antisémitisme historique de type confessionnel, social et économique, et qui n'avait pas encore, ce qu'il regrette apparemment, de fondement biologique ou raciste. Et ce type d'antisémitisme aurait été définitivement dépassé par l'antisémitisme raciste des nazis ayant des racines scientifiques dans la doctrine des races du comte de Gobineau et de Chamberlain. Voilà. Donc, alors, dans cette logique antisémite, qui est celle de cet auteur national-socialiste, donc dans cette logique antisémite, celle de l'antisémitisme, donc réédité sous la bannière du racisme et du biologisme nazi, on devrait donc reprocher à Nietzsche ce que fait Hertle, d'avoir sous-estimé l'impact de l'antisémitisme de l'époque, sous l'influence de Lamarck, et d'avoir illicitement espéré l'émancipation des Juifs, en accord avec une conception supranationale européenne.
Voilà. Donc, un discours, voilà, völkisch, nationaliste, populiste, donc avoir illicitement espéré la consécration des Juifs, sans doute une allusion justement à cette émancipation des Juifs par la Révolution française en 1791. Elle a été beaucoup plus tardivement réalisée en Allemagne au XIXe siècle, seulement à partir de 1830, avec un grand retard sur la France. Donc, mais évidemment, on voit bien donc que Hertel n'omet aucune occasion pour mettre en épingle les rares prises de position et déclarations un peu ambiguës de Nietzsche à l'égard du judaïsme, qu'il interprète faussement comme étant de nature antisémite. Et bien sûr, il faut là se rendre compte évidemment qu'il y a un problème. Si vous avez lu la généalogie de la morale, évidemment dans l'aphorisme 7e, intitulé Bon et méchant, bon et mauvais, bon, évidemment Nietzsche évoque le judaïsme. Et dans cet aphorisme, les Juifs sont évidemment considérés et définis comme un peuple sacerdotal, donc qui serait responsable du total renversement des valeurs. Donc, et par l'acte de vengeance intellectuelle par excellence. Donc, je cite, ce sont les Juifs, je cite Nietzsche, page 31, ce sont les Juifs qui, avec une effrayante logique, osaient retourner négation des valeurs aristocratiques, bon égale noble, égale beau, égale heureux, égale aimé des dieux, et qui ont maintenant ce retournement avec la ténacité d'une haine sans fond, la haine de l'impuissance, affirmant les misérables seuls, et que les misérables seuls sont les bons, les pauvres, les impuissants, les hommes bas seuls sont les pauvres, les souffrants, les nécessiteux, les malades. Les difformes sont aussi les seuls pieux, les seuls bénis de Dieu, etc. Vous êtes de toute éternité les méchants, les cruels, les lubriques, les insatiables, les impies. Vous serez éternellement aussi les réprouvés, les maudits, les damnés. Voilà. Les Juifs ont prise par cette déclaration de guerre la plus intransigeante de toutes. Je rappelle à quelle conclusion j'ai abouti ailleurs, par-delà bien et mal, à savoir qu'avec les Juifs avait commencé la révolte des esclaves dans la morale, révolte qui a une histoire de 2000 ans derrière elle, et que nous perdons aujourd'hui de vue pour cette seule raison qu'elle a remporté la victoire. Donc ce n'est pas très philosémite, ce sont des remarques pas très philosophiques, tout simplement parce que les Juifs sont accusés, mais même si Nietzsche vise avec l'origine morale, essentiellement, disons, la morale ascétique du christianisme, dans sa version protestante, n'est-ce pas, mais les Juifs sont accusés, le christianisme étant la continuité, donc est né à partir du judaïsme, donc, logique, donc, c'est les prêtres juifs, c'est-à-dire les rabbins juifs, donc, qui seraient responsables de cette inversion des valeurs. Aux yeux de Nietzsche, c'est aristocratique, c'est scandaleux. L'inversion des valeurs, c'est-à-dire celle des seigneurs en faveur des valeurs, de la morale des esclaves, des pauvres, des souffrants, des nécessiteux, etc. N'est-ce pas? Donc, et ça, évidemment, c'est discutable. C'est très... Et Nietzsche n'a jamais repris, d'ailleurs, ce genre d'argumentation, mais évidemment, ça figure dans la généalogie de la morale, donc écrite entre 1886 et 87, n'est-ce pas, bien sûr. Et ça, là, il y a, disons, c'est ambigu, mais il faudrait répéter aussi, donc Nietzsche vise principalement le christianisme. Cette critique, après, dans tout le livre, vous n'avez plus trouvé de moindre critique des Juifs. Mais il y a une ambiguïté là, hein, dans ce passage de la généalogie morale, et aussi peut-être dans d'autres de la première période des
écrits de la première période de Nietzsche, la période voltairienne, humain, trop humain, etc., où évidemment on trouve des formules qui ressemblent un petit peu à cela. En revanche, dans les tout derniers écrits, tous les écrits de la toute dernière période de Nietzsche, évidemment, alors tout se retourne, évidemment, se retourne vers un philosémitisme très, très, très manifeste, n'est-ce pas? Et dans le sens même que Nietzsche va considérer donc, les Juifs qui sont célébrés dans son discours comme la race forte, comme une race de seigneurs, de noblesse de l'esprit, etc. Donc comme un grand peuple, donc, avec une grande culture, réalisation, etc. Ils sont comparés aux méchants Allemands, n'est-ce pas? Alors voilà, il y a cet inversement. Bien sûr, les nazis, ils ont utilisé, vous pouvez imaginer, ces déclarations ambiguës de Nietzsche pour en faire, disons, un antisémite résolu, n'est-ce pas, et radical, ce qui n'était absolument pas, n'est-ce pas? Donc, il faudrait rappeler, par exemple, l'extrapolation. Je viens de parler de humain, trop humain. L'extrapolation d'une seule ligne de l'aphorisme 475 d'humain, trop humain, menschliches allzu menschliches. Qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre qu'une défense claire et nette des Juifs et un éloge des Juifs de la part de Nietzsche. Donc, en effet, ça peut servir de substitut pour un soi-disant anti-judaïsme de Nietzsche, inexistant, tiré par les cheveux par les nazis qui avaient apparemment besoin d'une telle manipulation des textes. Bon, mais la généalogie morale, évidemment, ces passages, bon, ils sont là, donc ils sont authentifiés, ce que j'ai cité. Donc, mais il ne faudrait pas, évidemment, les interpréter dans le sens d'un antisémitisme chez Nietzsche. Antijudaïsme peut-être. Bon, vous trouvez ça même chez Marx, hein, si vous voulez, lisez la question juive, c'est écrit sur la question juive en 1847. Donc, ce qui caractérise cette réception scandaleuse de Nietzsche à l'époque nationale-socialiste, entre 1933 et 1945 en Allemagne, c'est évidemment c'est que les nazis ont systématiquement même fait recours à des moyens très discutables, même diaboliques, machiavéliques, donc pour cause d'éviter des hypothèses qui ne sont pas valables. Donc ça conserve notamment le discours réel de Nietzsche sur le judaïsme, fournissant un démenti presque total à ces thèses. Il va recourir aussi au procédé le plus discutable qui consiste à interpréter dans un sens faussement antisémite des affirmations que j'ai citées, donc de Nietzsche concernant les prêtres juifs, c'est-à-dire les rabbins, dans la généalogie de la morale. Donc ces passages sur l'insurrection des esclaves de la morale, sur le ressentiment, un ressentiment fondé sur la culpabilité, tout ça donc, vous le trouvez dans la généalogie de la morale. Et cela, donc il est évident, je ne peux que répéter, que le but recherché par Nietzsche dans ce livre, malgré tout, est de dégager les racines de la jeunesse de la moralité chrétienne et de poursuivre la critique radicale de cette morale hostile à la vie, cette morale ascétique, jusque dans ses origines, dans la civilisation religieuse occidentale. Et c'est comme ça qu'on devrait situer justement ces remarques critiques sur le judaïsme de l'Antiquité, n'est-ce pas? Et Hertel, les interprètes nazis de Nietzsche, dans leur immense majorité, ils vont justement fausser délibérément la tendance de cette critique, en attribuant la paternité des valeurs et de la morale d'esclaves aux Juifs. Alors il n'y a pas de morale d'esclaves, où vous trouvez ça dans le judaïsme. Au contraire, vous avez très très bien
n'est-ce pas? Donc, le premier grand acte historique de l'émancipation de l'humanité, c'est la sortie du peuple juif de l'Égypte. On vivait détenu par l'esclavage. Justement le contraire, c'est la sortie. C'est sous le guide Moïse, sorti de l'Égypte des pharaons pour libérer le peuple juif de l'esclavage, pour jeter les chaînes, pour aller vers le pays de Judée. C'est ça. Donc, c'est une. Voilà. Où est la morale de l'esclave là-dedans? Il n'y a pas de raison de l'esclave. Il y a une philosophie, on peut dire, thoraïque, talmudique de la libération. Donc, alors, c'est une mise en interprétation totale par les esclaves. Alors, pour le christianisme, bon, ça se pose peut-être autrement. Mais, dans la mesure où il y a évidemment une apologie de la souffrance, de la passion, etc. Et aussi, si on pense aux épîtres de Saint Paul, n'est-ce pas, aux Romains, ou des appels à la soumission à l'autorité,